vidéo du programme de AGGSP première. Alors, le premier cours s'intitule « Crise et fin de la démocratie, le Chili de 1970 à 1973 ». Alors, la présidence de Salvador Allende offre l'exemple singulier d'une expérience socialiste dans un cadre démocratique. Celle-ci a suscité des tensions sociales et politiques aboutissant au renversement de la démocratie par l'armée. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que dans les années 40, le Chili connaît une réelle stabilité politique dans un cadre démocratique. Il y a aussi de fortes inégalités sociales, et le leader de gauche, Salvador Allende, va parvenir à être élu président le 4 septembre 1970. Il va en fait réunir tout l'ensemble des partis de gauche et réussir à créer une unité populaire qui en fait rassemblera les partis socialistes et communistes au sein d'une alliance électorale. En fait, son programme prévoyait majoritairement de vastes nationalisations et une accélération de la réforme agraire. Il faut savoir qu'une nationalisation, pour expliquer concrètement ce que c'est un processus qui consiste à faire passer sous le contrôle de l'État des entreprises privées. Et une réforme agraire, c'est une politique visant à répartir les terres agricoles de manière équitable. Donc, fidèle à son programme, l'UP tient ses promesses et nationalise les industries de base, les banques, les mines, en particulier celles de cuivre, qui donc devient la première ressource du pays. Donc, de grands domaines agricoles sont saisis et répartis entre les paysans. Ces réformes entraînent une augmentation importante de la production. Mais donc elles sont également à l'origine d'une pénurie croissante des biens alimentaires et d'une très forte inflation. À l'extrême gauche, certains poussent vers une révolution communiste de type castriste et rêvent d'armer les masses. Voilà donc le castrisme, ça désigne le mouvement mené par Fidel Castro. Faut savoir qu'en fait, ce qui va mener à la chute d'Allende, qui est le président qui a été élu en septembre 1970, donc des élections démocratiques, c'est le fait que tout d'abord il y a eu une grève qui a été lancée par la droite en 1972, mais qui a échoué, et que l'armée est également fortement divisée surtout. Le 29 juin 1973, Allende résiste grâce au soutien du général Carlos Prats à une tentative de coup militaire, mais au final, en fait, fondamentalement, le régime va s'effondrer parce qu'il y aura un second coup d'État le 11 septembre 1973 qui va provoquer la chute inéluctable du régime, donc le coup d'État du général Augusto Pinochet, qui entraîne la chute de la République et la mise en place d'une dictature qui dure jusqu'en 1990. Donc pour récapituler, les éléments les plus importants, essentiels du cours, l'échec de la démocratie au Chili. Donc on va tout d'abord avoir en 1970 l'élection du socialiste Allende, soutenue par l'unité populaire, ce qui va entraîner donc, parce que Allende va rester fidèle à son programme, il va tenir ses promesses et appliquer à la lettre ce qui aura été proposé dans le programme qu'il aura fait élire. Donc il va nationaliser, effectuer des réformes agraires, opérer des réformes agraires, augmenter les salaires. Il va y avoir une inflation, une pénurie alimentaire, et puis finalement le régime va être renversé par le coup d'État de Pinochet, et ce qui va aboutir par la suite à une dictature militaire. Ensuite, transition démocratique au Portugal et en Espagne. Il faut savoir qu'en fait l'Espagne et le Portugal ont des trajectoires politiques relativement proches. Ils sont des États ruraux de base, ancrés dans le souvenir d'un passé glorieux. Ils subissent la dictature avant de s'ouvrir à la démocratie dans les années 70. Il faut savoir qu'en 1932, Antonio de Oliveira Salazar, qui est un professeur d'économie à l'université de Coimbra, est devenu le chef du gouvernement portugais. Il va établir une dictature salazariste nommée Estado Novo. Cette dictature, en fait, va empêcher le Portugal de se développer et va le contraindre à demeurer dans une sorte de sous-développement. Pour ce qui est de Franco, l'Espagne de Franco, 1939-1975, en fait, le général Francisco Franco, va créer une dictature particulièrement mortifère dans ses premières années. Elle s'appuie sur les armées et sur l'Église. Donc Franco va engager quand même un début de modernisation économique. Et donc en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, même si la dictature va avoir des effets néfastes, va être très nocive pour l'Espagne, les années 60 sont ainsi marquées par une remarquable croissance et une hausse importante du niveau de vie. Pour ce qui est du Portugal, pour la révolution des œillets, qui aura lieu le 25 avril 1974, elle va marquer en fait un tournant décisif dans l'histoire du Portugal, puisqu'elle symbolise en fait, elle va entraîner le retour de la démocratie. Donc Salazar va engager le Portugal dans de coûteuses et traumatisantes guerres coloniales, en Angola, au Mozambique et en Guinée-Bissau. En fait, c'est finalement l'armée, tout comme les Hiroshima, qui va inverser le régime lors de la révolution des œillets
en 1974, mais cette fois aux antipodes de ce qui s'est produit au Chili, sans violence. Les militaires annoncent alors le retour à la démocratie. Le successeur de Franco, donc Carlos de Borbonne, devient roi à la mort du dictateur en 1975. Le Portugal, donc, il va entamer une difficile transition vers la démocratie. En 1974-1975, il va y avoir plusieurs tentatives de coup d'État qui vont être menées par l'extrême gauche, mais les élections législatives d'avril 1975 voient le Parti socialiste portugais de Mário Soares arriver en tête. La jeune démocratie en fait va faire face, en Espagne notamment, à une tentative de coup d'État militaire en février 81. Alors pour résumer l'essentiel des transitions démocratiques au Portugal et en Espagne, donc le Portugal était gouverné, diligenté, dirigé par Salazar, qui avait établi une dictature depuis 1932. Cette dictature, elle va connaître un terme, connaître sa fin, à cause de la révolution des œillets en 1974. Il va y avoir des tentatives de coup d'État, et finalement un régime semi-présidentiel qui va être instauré en 1976. Pour ce qui est de l'Espagne, la dictature de Franco était en vigueur depuis 1939. Juan Carlos, le roi, devient roi en 1975. S'en suivra une monarchie constitutionnelle et une tentative de coup d'État. Ensuite, cours suivant, le fonctionnement de l'Union européenne. Alors, premièrement, en premier lieu, le traité de Maastricht en 1992 a créé formellement l'Union européenne. Donc en fait, celle-ci est une association volontaire d'États qui conjugue démocratie représentative et démocratie déléguée. C'est un ensemble d'États en fait qui, à l'origine, se sont alliés. À l'origine, en fait, il faut savoir que l'Union européenne elle a une histoire assez complexe. À l'origine, en fait, c'était la CECA, donc, qui consistait en fait à partager, à échanger du charbon et de l'acier, tout simplement. Ensuite, la CE, Communauté économique européenne, va entériner le principe d'échange économique, de biens, de services entre les États, d'alliance économique. Les institutions de l'Union européenne. En l'absence de constitution, ce sont les traités européens, notamment celui de Lisbonne 2007, qui définissent le cadre du système politique de l'UE. On y retrouve les trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Le pouvoir exécutif, en fait, est incarné, représenté par deux institutions, le Conseil européen et la Commission européenne. Le pouvoir législatif de l'UE, lui, est partagé entre le Conseil européen, la Commission européenne et le Parlement européen. Et la Cour de justice de l'Union européenne est l'autorité judiciaire de l'UE. Il faut savoir qu'en fait, les députés européens sont les représentants des citoyens de l'UE. Ils sont élus au suffrage universel pour 5 ans, selon un scrutin proportionnel plurinominal. Le Parlement participe à l'élaboration de la législation de l'UE. C'est également lui qui vote le budget européen. Dans le scrutin proportionnel plurinominal, les électeurs votent pour des listes de candidats, lesquels obtiennent un nombre d'élus proportionnel au total des suffrages obtenus. Donc voilà, le Parlement, en fait, tout comme en France d'ailleurs, participe vraiment à la création des lois, à l'élaboration de la législation, comme dit précédemment. Alors par la suite, je vais vous donner quelques chiffres clés au sujet de l'Union européenne. Il faut savoir que l'Union européenne, on va dire, le Parlement comporte 705 députés européens, 27 commissaires européens, 54 juges à la Cour de justice de l'UE et plus de 300 millions d'électeurs. L'Union européenne est une démocratie déléguée. Il y a des compétences partagées avec les États. Donc l'UE, c'est une institution supranationale bénéficiant d'un transfert de certains pouvoirs et compétences de la part de ses États membres. Donc en fait, au sein de l'UE, on distingue les compétences exclusives de l'UE, politique monétaire, accords commerciaux et les compétences partagées entre l'UE et les États. Il faut savoir aussi qu'au sein de l'UE, la répartition des compétences est prépondérante. Ça signifie qu'en fait, les États délèguent à l'UE une partie de leur pouvoir dans un cadre qui reste démocratique. Donc ensuite, pour récapituler l'essentiel du cours, l'UE est une démocratie représentative, donc ce qui implique une séparation des pouvoirs, des députés élus au suffrage universel et un Parlement européen aux pouvoirs étendus. Mais l'UE est aussi peut-être aussi considérée comme démocratie déléguée, c'est-à-dire qu'il y a des compétences partagées, un principe de subsidiarité et une gouvernance multiniveau. J'espère en tout cas que cette vidéo, au sujet, vidéo numéro 3, troisième vidéo au sujet du programme de GGSP de première vous aura plu, qu'elle vous aura appris de nouveaux concepts, de nouvelles connaissances. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié. Je vous souhaite une bonne journée.